Retour sur le plateau et cette fois-ci on va changer de sujet, on va prendre la route avec Décode la route. Et avec notre invité habituel, bonsoir Jean-Michel Boyer. Bonsoir Jusmi. Comment ça va ? Ça va bien. Très Alors bien. la route s'est améliorée depuis la dernière fois quand on a parlé de... Oui, je pense qu'aujourd'hui ça va, ouais, il fait beau, on a bien roulé. En même temps, je n'ai pas travaillé ce matin, donc c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Hein. La question c'est, est-ce que on va revenir à cette question-là. Quelle part les maires ont pour modifier la circulation, modifier je dirais un petit peu les dispositions concernant les routes de leur commune? Après, je pense que c'est un peu difficile parce que les routes sont souvent départementaux ou communales, je veux dire. Et après, il y a une partie qui dépend de la région. Par exemple, le pont de Saint-Benoît, c'est la région. De l'autre côté, c'est la commune. Après, il y a l'intercommunalité. Donc, je veux dire, quelquefois, je me rends compte que c'est pas forcément évident pour eux. Parce que il y a beaucoup d'intervenants, en fait. Donc, c'est difficile quand on est à CRS, de déposer peut-être un dossier à la région ou inversement, parce que peut-être qu'on n'a pas forcément le même point de vue. Donc, pour harmoniser tout ça, c'est pas évident. Il y a une chose qui est vraie au moins, c'est de se rendre compte avec ces municipales que les routes appartiennent à plusieurs collectivités. Oui, c'est ça, oui. La mairie, bien sûr oui. Les intercos, Voilà. le département, Exactement. la région Oui. et la région. Et les routes nationales qui appartiennent maintenant à la région. Donc la question c'est, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une obligation de travailler ensemble ? Si, je pense qu'il y a une obligation de travailler ensemble, mais après, est-ce que c'est forcément, enfin, je cherche pas d'excuses pour eux, est-ce que c'est forcément facile ? Est-ce qu'on prend le temps de travailler ensemble aussi ? Parce qu'après, on est peut-être, chacun reste un petit peu sur ses idées. Et de son côté, si on n'échange pas vraiment pour harmoniser tout ça, pour concrétiser tout ça, c'est peut-être difficile, hein, parce que on sait bien, un projet, ça prend le temps pour le mettre en route, hein, donc le temps que ça fasse le tour, peut-être prendre du temps. Et du temps où il était président de la République, François Hollande a créé un cadre qui permettait à toutes les collectivités de travailler ensemble. C'est la conférence territoriale qui permettait donc à avoir un cadre pour que tout le monde se retrouve, y compris la préfecture. Comment ça se fait est-ce que ça serait bien d'expliquer, de dire qu'aujourd'hui, la gestion des routes, il faudrait vraiment avoir un organisme pour le gérer. Je pense qu'il devrait, je sais pas comment on va appeler ça, quoi, je dirais une délégation, je sais pas, une instance qui soit, qui travaille vraiment là-dessus, parce que ils ont peut-être d'autres priorités, mais il faudrait vraiment arriver à former des gens, à prendre des gens qui sont vraiment qualifiés pour qualifiés, oui, pour dévier, peut-être quand il faut besoin, parce qu'on a vu quand on a fait le boulevard Sud au début, je sais plus en quelle année c'était bien, mais maintenant on se retrouve avec autant de voitures, donc le boulevard Sud devient obsolète, on a besoin d'autre chose. Ce matin, j'ai entendu parler d'un débat, quelqu'un qui parlait, par exemple, sur le boulevard Sud, on pouvait peut-être, pour sortir, on pouvait passer par le haut. Oui, une route, je veux dire, surélevée pour éviter que les gens... Les ronds-points. Voilà, les ronds-points surélevés. Comme un peu, ça se fait en métropole. Mais après, il y a un coût, il y a le temps que ça va se mettre en place, l'échange qu'il va y avoir et tout ça. Est-ce que derrière tout ça, et sans vouloir faire des attaques personnelles, est-ce qu'il n'y a pas un lobby ? Je pense aussi, un lobby auto, voiture, qui fait qu'on crée des situations exprès pour user la voiture, pour amener les gens à acheter. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Je veux dire, c'est une société de consommation. Donc, d'un côté, voilà, il y a le commercial qui vend la voiture, ceux qui vendent des pièces détachées, tout le monde, hein, les carrossiers, ceux qui font du remorquage et tout. Donc, c'est un marché, en fait, la voiture. Quand on achète une voiture, mais il faut voir tout derrière. Je veux dire, c'est pas seulement une voiture, il y a l'ensemble. Je veux dire, c'est sûr que si tout va bien, il y aura un manque à gagner pour ces gens-là. Je comprends, mais après, il faut quand même, comme j'ai toujours
toujours dit, hein, il faut trouver un équilibre entre tout ça pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que forcément, l'automobiliste, non seulement il a les embouteillages, mais quand il tombe en panne, il faut faire remorquer, il faut peut-être sûrement payer les réparations, il y a tout ça quoi, derrière. Il y a tout un aspect économique qu'il faut aussi. Est-ce que on n'est pas en train de privilégier l'économie par rapport à tout le reste, à une qualité de vie par exemple? Oui, je pense. En fait, c'est pas de la médisance, mais je pense que quand même c'est. Ouais, je pense qu'on privilégie toujours le côté économique, malheureusement, parce que la qualité de vie, bon, ben ça, c'est pas un sujet vraiment qui va rapporter concrètement. Donc, je pense que c'est ça qui fait que. Oui, mais à force de vouloir privilégier l'économie, surtout sur l'automobile, est-ce qu'il y a un moment, il va pas y avoir une rupture où les gens vont avoir marre d'être toujours pris dans les embouteillages, de respirer le gaz carbonique de toutes les voitures qui sont dans l'embouteillage. Est-ce qu'il y a un moment, il n'y aura pas un ras-le-bol? Après, je pense que La Réunion, on est quand même un des départements où les voitures se vendent le plus. Hein. Le Réunionnais, il aime sa voiture. Malgré tout, je pense que ça va toujours marcher. D'une part, il aime sa voiture parce qu'il n'y a pas d'autres d'autres alternatives vraiment modes de déplacement. Voilà. Le transport en commun n'est pas optimisé. Bien sûr. On voit que les bus passent parfois. Il y a des écarts importants entre le premier et le dernier passage. 1 heure des fois, 1 heure. Bon, voilà. Ça fait... Donc tout est fait pour que la voiture soit quand même le seul moyen de transport. Oui, je pense que et que tout le monde n'ait pas envie, quand vous habitez dans les Hauts de Saint-Benoît, quand vous voulez venir sur le centre-ville, le bus passe 1 fois par heure. Oui, c'est ça, c'est que si on a besoin, par exemple, de faire des papiers en ville et qu'on a un rendez-vous à 1 heure précise, si on a raté le bus, c'est fini. Ouais, c'est mort. Voilà, ça veut dire qu'on n'a pas trop le choix, malgré tout. Malheureusement, on n'a pas le choix. Après, on a cet amour aussi de la voiture, hein, qui est normal. Hein, mais on a surtout souvent pas le choix. Je pense que si les gens avaient le choix, ils auraient pris autre chose. Si on n'a pas le choix, ça veut dire qu'on est obligé, si on habite dans les écarts, d'avoir une voiture. Si on n'a pas de voiture, on peut pas. C'est difficile de se déplacer. Alors, ça c'est une réalité, c'est d'être obligé d'utiliser la voiture. Mais est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que les collectivités, et là on est dans les municipales, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que les collectivités ne peuvent pas rendre la vie des automobilistes plus... Je pense que... Il y a des aménagements qui ont été faits dans certains endroits, on a amélioré, mais après, est-ce que c'est suffisant on verra, mais après, c'est sûr que le nombre de voitures évolue en même temps. Donc, nous, les routes ne peuvent pas... Elles sont pas élastiques ? Non, on ne peut pas élargir, on peut modifier des fois le sens de circulation, on peut modifier peut-être la signalisation, mais est-ce que ça va suffire ? Parce qu'au fil du temps, on voit que les voitures, ça arrive, et puis... Ça s'accumule. Ça s'accumule, donc je veux dire, pareil, c'est à point, c'est par la queue. Je veux dire, d'un côté, on n'a pas le choix, et de l'autre côté, on sera plus dans l'embouteillage. Donc, inévitablement, c'est une réalité. Enfin, on va pas non plus se faire non, bien sûr. Se mortifier. Les auto-écoles profitent aussi de cette situation-là, parce que plus il y a des gens qui passent le permis, c'est aussi tant mieux pour vous. Oui, tant mieux, mais est-ce qu'on ne peut pas, justement, dans la circulation, dans une conférence territoriale de l'action publique, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ça circule mieux, qu'on donne un peu d'air frais, de bouffée d'oxygène aux automobilistes? Je pense qu'il y a des choses à faire, et c'est pas parce que c'est municipal qu'on dit ça, hein, ça existe depuis avant, il y a des choses à faire, il y a, comme on avait dit la dernière fois, il y a des échanges qui doivent se faire, et on attend qui, je sais pas. Peut-être de trouver les bonnes personnes pour faire avancer les choses. Je pense que nous, déjà, en tant qu'école, on a des choses à dire. Hein. C'est pour ça que je viens ici. Et après, nous, on attend. La porte est ouverte, on attend un échange. On peut faire, je sais pas, un séminaire, une conférence, quelque chose, avec les auto-écoles du Sud, du Nord, de l'Est. Et on voit se succéder les élections municipales, mais on n'a jamais vu un plan de route mis en place dans aucune commune. Saint-Benoît, ça a changé plusieurs fois, mais bon, ça n'a pas... Ça a changé plusieurs fois, mais on ne s'est jamais retrouvé vraiment. Donc, même quand ça a changé, moi je suis né à Saint-Benoît, j'étais un peu perdu parce que c'était vraiment beaucoup de détours.
Par contre, quand on a changé, on a réfléchi, aller à pied, ça allait plus vite. Donc du coup, de temps en temps, on allait à pied. Si on n'avait rien à porter, on est à pied. Sauf que ça fait trop de détours. Et après, ça... En fait, on a l'impression qu'on tourne autour... en fait, on tourne autour du pot tout le temps. Hein, alors, justement, comment avec ce constat, le moniteur auto-école fait pour que les générations qui arrivent soient des conducteurs et des conductrices avisés, que la voiture, ça sert vraiment pour se déplacer et non pas pour aller dans les embouteillages pendant des heures. On a mis une formation qui s'appelle post-conduite, c'est-à-dire les élèves qui vont faire cette formation, c'est vraiment la sensibilisation, ceux qui ont le permis, puis une facilité aussi pour avoir plus... pour se rapprocher du capital du point de PMI plus facilement. Dans cette formation, en fait, on va expliquer, on va sensibiliser que voilà, la voiture, oui, c'est vrai, tu viens d'avoir ton permis, c'est bien, tu es content de conduire, mais aussi, de temps en temps, rappelle-toi, au début, tu étais piéton, après peut-être cycliste ou cyclomotoriste, reviens un petit peu au bas, c'est-à-dire tu peux te déplacer en marchant, quand tu n'as pas besoin de porter quelque chose de lourd, si tu vas en ville, tu vas acheter une baguette ou bien... une fleur pour ta copine, t'as pas besoin forcément de la voiture. Je veux dire, on peut y aller à pied. Tous les trajets de moins de 2 km, ça se fait à pied. Et même avant qu'on était petit, il n'y avait pas de voiture. Donc on marchait. Donc après, maintenant, c'est sûr qu'on a la voiture. Mais je pense qu'il faut revenir un petit peu sur ces bases-là. Aujourd'hui, l'automobiliste a le choix de dire, il décide pour lui et que ce n'est pas les collectivités qui vont le faire. Oui, je pense, oui, chacun de nous est capable de décider et de prendre la bonne décision. Sauf que des fois, je pense que tout le monde ne prend pas la bonne décision parce en fait, on se pose pas la question, c'est naturel, on a une voiture et puis on démarre, on y va. Ouais. Ça devient naturel de conduire, mais de temps en temps, est-ce que des fois, ça serait pas bien de laisser la voiture se reposer un peu déjà et puis prendre le temps de sortir, de rencontrer des gens peut-être qu'on n'a pas le temps de côtoyer quand on est en voiture. Et puis, voir un petit peu l'évolution de la ville, peut-être. Donc, on en revient à ça, c'est-à-dire que là, c'est à chacun, finalement, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut améliorer dans sa vie. Parce qu'au niveau même de la circulation, aujourd'hui, on voit, surtout sur les routes, les endroits un petit peu où ça se construit, les ronds-points, reste la solution de nos responsables politiques. Ouais, voilà, ça reste... de leur côté, je pense qu'il y a du travail à faire. Et puis, nous aussi, en tant qu'usagers de la route, on a aussi... il faut se remettre aussi en question. Si tout le monde arrive à se remettre en question, on va gagner en qualité de vie, on va gagner en tout. Je veux dire, on va perdre moins de temps aussi sur les routes parce que on constate quand même qu'on passe pas mal de temps. Celui qui va travailler, il habite dans l'Est, il va dans le Nord. Le matin et le soir, s'il prend en compte le temps passé dans la voiture, ça fait beaucoup quand même. Comment les automobilistes peuvent peser sur ces élections pour faire entendre leur voix, faire entendre les difficultés qu'ils ont? Le matin, c'est 2 heures d'embouteillage pour aller travailler. Le soir, c'est 1 heure et demie, 1 heure à 1 heure et demie pour rentrer. C'est énorme de passer 3 heures et demie à 4 heures dans les embouteillages, alors qu'on va travailler pendant 6 à 7 heures. Je pense que c'est peut-être le moment de donner des idées. C'est à nous aussi de dire ce qu'on pense et peut-être pas forcément forcer les choses, mais provoquer ça. Je veux dire, c'est peut-être le moment où on a quelque chose à dire et prendre le temps de le faire. Et après, peut-être qu'eux, ils vont faire de leur côté un audit pour quand même recueillir les informations que les gens vont donner. Ce que dit Jean-Michel Boyer est très important parce que qui connaît mieux votre quartier, vos rues, que vous, qui connaît mieux les habitudes des uns et des autres? Dans quel sens mettre là? Si on le met dans un seul sens, un sens unique, dans quel sens le mettre? Si c'est un 2 voies, comment faire en sorte que ça circule et que ça bouchonne pas? Comment faire en sorte que le matin, devant les écoles, les maternelles, primaires, que tous ceux qui arrivent, qui veulent absolument descendre leur enfant devant les grilles, voilà, c'est important, mais la question, elle reste la même. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Mais par exemple, on peut aménager des endroits, c'est-à-dire
comme un arrêt de bus, quoi. Un endroit où la voiture reste sur le chemin déjà. L'enfant, il sort déjà du côté du trottoir, donc déjà, il va gagner en sécurité. Il va pas courir. Après, au niveau de l'organisation, bon, on sait que les gens, ils arrivent toujours au dernier moment, ils font courir à l'enfant, tout le monde s'affole, on est en retard et tout. Ça c'est une question d'organisation personnelle. Mais je pense que niveau infrastructure, il y a des endroits où on peut aménager, on peut mettre aussi des gens pour réguler tout ça. Je veux dire, ça va créer de l'emploi aussi. Hein. Ça existe déjà, hein, des gens avec un panneau devant pour arrêter les voitures, faire traverser les enfants. Ça existe déjà. Après, il y a des endroits, je sais pas, à l'île Maurice et tout, ils vont dans un petit minibus et tout, on récupère les enfants, on les amène, tout le monde descend ensemble, il y a un accompagnateur. Je pense qu'il y a plusieurs solutions, il faut juste s'informer, s'adapter et puis mettre en place, essayer. Je pense que c'est de bon augure pour tout le monde, on va gagner, les parents seront plus pressés, les enfants vont pas courir, vont s'affoler, arriver à l'école, essoufflés, ils vont tomber. Il y aura moins d'embouteillages, donc les gens seront moins énervés, parce que celui qui dépose pas l'enfant à l'école, lui est derrière, il attend, il est énervé, il klaxonne, ça crée un peu... Si on prend par exemple une rue à Saint-Benoît, la rue Montfleury, oui, à côté du cinéma, il y a sûr. une école. Oui. Et là, le matin, c'est plutôt chaud. C'est plutôt... là, il faut vraiment de la patience. Ouais. Entre chaque voiture arrive, s'arrête, ralentit, s'arrête, dépose l'enfant. Après, c'est comme ça pendant un moment. Ouais, après, si on peut changer de CRS, c'est mieux. Mais après, des fois, c'est un petit peu bouché partout en même temps. Donc, et puis, sinon, si on travaille dans les environs, on va pas changer non plus l'itinéraire. L'itinéraire pour oui, parce que sinon, ça sert à rien de faire ça. Hein. Justement, là-dessus, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui aux stagiaires, à ceux qui veulent conduire demain? Comment on leur apprend? Est-ce qu'il y a une formation pour leur apprendre à s'adapter, à changer d'itinéraire, ou alors c'est juste de leur apprendre à conduire, c'est tout ce qui... Non, en fait, on appelle ça la mobilité citoyenne, c'est-à-dire mobilité citoyenne, ça veut dire que le partage de la route déjà, vivre ensemble, c'est-à-dire pas, par exemple, moi j'essaie de dire aux élèves, bon, un jour tu seras papa, tu seras parent, donc toi tu vas déposer ton enfant à l'école. Ton voisin aussi, tout le monde va déposer son enfant à l'école en même temps, ça va faire l'embouteillage. Et si c'est l'inverse, c'est pas toi qui déposes, c'est toi qui es derrière. Il faut se mettre toujours à la place de l'autre, c'est-à-dire que des fois on voit souvent devant chez soi, comme on dit, mais pas... on voit sa porte. Voilà, on voit sa porte, mais on se met pas à la place de l'autre, parce que celui qui attend, celui qui dépose, il trouve ça normal. Mais celui qui attend, il est directement impliqué dans ce qu'il n'a pas besoin de savoir, en fait. Lui, il veut juste passer, il veut se déplacer. Donc c'est pour ça, mobilité citoyenne, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on doit faire attention à tout le monde. On peut pas s'arrêter comme ça, se permettre de s'arrêter. On voit des gens qui s'arrêtent sur la route et puis, je sais pas, qui font... Je sais pas, j'ai vu une femme la dernière fois, elle s'est arrêtée, et puis elle a ouvert son coffre, elle a pris... Ah si, le gamin, il a pris une bouteille d'orangina pour boire, bon... Je veux dire, il avait soif peut-être, mais je veux dire... La route appartient à tout le monde. Voilà, la route appartient à tout le monde, on peut pas... Juste son confort. Oui, il faut penser que les autres existent autour de nous, on n'est pas tout seul. Le gamin, je pense qu'il avait soif, il fait chaud, c'est vrai, il a pu attendre quand même 10 minutes pour arriver chez lui. Non, mais là, la mère a arrêté, le gamin, il a ouvert le coffre, il a pris la bouteille d'original, il peut rentrer dans la voiture. Ça, c'est un comportement qu'on voit souvent. Les gens, quand il s'agit d'eux, il y a une forme d'égoïsme exacerbé. Ils ne pensent qu'à eux. Ils s'arrêtent au milieu de la route. Ils s'arrêtent en double fil. Et ils ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'ils dérangent ou pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal. Je m'arrête, je vois un copain, je parle. Les gens derrière, ils attendent. Hein. Oui, c'est ça aussi. Oui, il y a d'autres moyens de communication. On peut téléphoner, envoyer un mail, on peut lui dire tout à l'heure on te retrouve. Ou sinon, je me garde plus loin et puis on parle ensemble. Surtout, on ne gêne pas. Voilà, c'est ça. C'est créer une gêne. Et il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Tant que c'est toi qui fais, tu te rends pas compte. Mais par contre, quand c'est l'inverse, ils vont klaxonner. Oui, et ils vont insulter. Ah oui, ils vont dire, mais vas-y, dégage, qu'est-ce que tu fais et tout. Et là, c'est là qu'on retrouve les comportements sous forme d'égoïsme. Je veux dire, on pense qu'à soi, et on pense qu'on est tout seul, et les autres, ils n'existent pas. Et ça, c'est... C'est pour ça que finalement, faire évoluer la circulation, faire en sorte qu'il y ait un meilleur confort, ça dépend bien sûr des autorités publiques, bien sûr. mais aussi, ça dépend aussi beaucoup de nous, chacun de nous. Je pense que
Mais si déjà nous, on commence à faire l'effort, aussi peut-être ils vont... Des deux côtés, il faut faire l'effort, mais nous à notre niveau, à nous, c'est plus facile pour nous de faire l'effort. Peut-être pour eux, il y a des contraintes de temps ou de budget ou, je sais pas, de communication, je sais pas. Hein. Mais nous, par exemple, si on se remet en question, on se dit des fois, c'est vrai, les gens derrière, les gens ils klaxonnent. Oui. Mais des fois, les gens ils klaxonnent, et il y en a, ça les embête pas. Hein. Ils continuent leur... Tranquillement à discuter, ils sont au milieu de la route. Ceux qui arrivent, les contournent, hein, ils n'ont pas le choix. Ouais. Si ce n'est que surtout de les éviter de ne pas les blesser. Oui, parce que ça, voilà. Il y a une notion de gêne et une notion de danger surtout. Hein. La notion de gêne, ouais, mais une notion de danger, c'est-à-dire s'arrêter comme ça brutalement pour dire bonjour au cousin qu'on n'a pas vu depuis 3 ans parce qu'il est en vacances, c'est bien. C'est gentil. Faudrait le faire dans un endroit plus sécurisé. Dans un endroit plus sécurisé. Et moins embêtant pour la circulation. Bien sûr. Je vais demander à la régie si j'ai déjà fait mes 20 minutes. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Donc j'arrive au terme de ces 20 minutes. Ça va très vite. Hein. On aura peut-être l'occasion de parler une dernière fois des municipales la semaine prochaine. En tout cas, merci Jean-Michel Boyer pour cet échange. Nous, on termine l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. À bientôt.